On y est pas. Ah, Paul Massé, bonjour. Voilà, on est en direct de la terrasse du musée de l'instrument de musique de Céret. Il fait beau et on remercie le camarade Grillet qui a eu la gentillesse de nous y amener. Ça et faire des courses. Non, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi qu'on est revenu au musée de l'instrument de musique? Parce qu'il va se passer des événements et c'était la séquence sortez vos agendas. Si vous avez jamais vu des azéris, vous aurez l'occasion d'en photographier, même d'en toucher, parce que l'azéri n'est pas farouche. Non, j'en sais rien. Enfin, si je m'en tiens aux Arméniens, si quand même. Donc, il y a une visite d'azéris en avril parce que ils viennent faire des cadeaux de leur pays, pas des doubichous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé très gentiment de nous offrir 3 instruments majeurs de leur pays, de leur culture. Alors, l'Azerbaïdjan, c'est où? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Bon, c'est simple, tous les gens vont comprendre de suite, parce que c'est simple à déterminer. Vous voyez où est la Perse ancienne? Oui, très bien. C'est une partie au nord de la Perse ancienne. Voilà. Montagneuse, chaude l'été, très chaude l'été, très froide l'hiver. C'est à côté, c'est à côté de l'Arménie. Il ne faut pas le dire, mais ça, voilà. C'est très très proche. Il y a eu une guerre pour le pétrole au Nagorno-Karabakh. Il y a quelques difficultés. Voilà, c'est un peu tendu. Enfin bon, bref, voilà, c'est pour dire, voilà, c'est dans le Caucase. Oui. Voilà, on va résumer. Donc. Et donc, ils viennent nous offrir ces 3 instruments. C'est une délégation de l'ambassade azerbaïdjanaise qui va se déplacer jusqu'à nous le 20 avril. Voilà. Et qui nous organiseront une petite manifestation et quelques invitations autour de ce déplacement. 3 instruments. Alors, quoi de typique, justement? Alors, c'est parti, à la base, dans la vitrine consacrée à ce qui n'est plus la Perse, qu'on appelle, je crois, l'Iran désormais. Il y a une de tes collaboratrices qui dit « Ah ben, Paul, il manque un truc. » Il manquait le balaïlan. Mmh. C'est un instrument qui est parlant à tout le monde. Hein. Mmh. C'est un instrument avant. Oui. On va dire que c'est le doudouk, parce que doudouk, c'est arménien. Mais ça ressemble un peu farouchement quand même au doudouk. Ouais, c'est quoi la différence entre la feta et la feta, tu vois? Et donc, cette coordinatrice qui a pris en charge les ressources à accumuler pour créer une visite virtuelle dans tous les univers culturels et tous les rites que nous allons déployer dans le musée à partir de tablettes tactiles et casques d'écoute, a contacté diverses personnes pour que nous ayons cet instrument, pour qu'elles puissent mettre en valeur les cultures qui se sont développées autour de cet instrument. Et chemin faisant, l'instrument s'est multiplié par 3. Nous avons donc comme les poissons. Oui, puisque ce pays a souhaité que nous ayons une vraie densité de... J'adore le mot densité depuis quelques semaines. Oui, le mot densité, c'est important. Il faut mettre de la densité en toute chose, oui. Sinon ça ne vaut pas la peine, tu le sais. Et donc, un peu la multiplication des petits peines, nous aurons une percussion, un petit tambour, terre cuite, peau de chèvre dessus, un instrument à cordes et donc le balaïla, l'instrument avant. Donc ça, c'est le 20 avril. Oui. Est-ce que le public est invité à viendre? Dans la manifestation, même quand je dis que c'est très confidentiel, non, nous inviterons les gens, bien sûr, à se joindre à la manifestation. Et on vous recommuniquera le truc en temps utile. Les journées Déodat de Séverac. Ce seront les 4e. Alors, Déodat de Séverac, musicien émérite, très connu de son temps. 20e siècle, fin 19e, voilà. Début du 20e siècle, voilà. On classe dans les musiciens du début du 20e siècle. Pote à Gabriel Fauré pour... voilà, situé. C'est lui qui a écrit Gabriel Pavane. Fauré, par exemple, pour montrer la valeur de Déodat de Séverac, Gabriel Fauré avait eu l'année... au festival des arènes de Béziers, sachant que les arènes de Béziers à cette époque-là, c'était le Bayreuth de l'époque, toute proportion gardée, évidemment.
Mais c'était un compositeur qui avait sa carte blanche aux arènes de Béziers. C'était l'après-consécration, c'était la véritable carte définitive, la reconnaissance définitive de la nation et de ses pairs. Et le programmateur des arènes de Béziers dit un jour à notre brave Fauré, je voudrais que tu reviennes. Et Fauré dit non, non, moi je ne veux pas faire une deuxième année, ce n'est plus à moi. Par contre, je vais te présenter le compositeur à ne pas rater. Et c'est Déodat de Séverac qui est passé dans les arènes de Béziers, qui avait déjà une célébrité parisienne, européenne, mais qui là a connu son heure de célébration définitive à ce moment-là, et qui a été oublié de la nation pour plein de raisons. Mais par sa faute, parce qu'il y a mis du sien quand même. Il y a mis du sien. Il est sa propre malédiction. En grande partie, puisqu'il n'aimait pas les salons parisiens. Voilà, pays centralisé, Massin, tout ça. Je ne veux pas me dire, donc je vais parler d'autre fois. Voilà. Un artiste qui ne goûtait guère au salon parisien, avec quelques difficultés avec la postérité. Il n'est jamais passé à On n'est pas couché, donc du non, coup, voilà. Et puis il s'est réfugié, il a choisi de vivre dans une région qu'il adorait, c'était Céré, qui n'était pas très porteuse à l'époque. Et puis il ne faut pas oublier que Déodat de Séverac est un des 3 personnages qui, grâce à ces réseaux parisiens, a amené les artistes peintres à Céré. Picasso notamment, Ben oui. qui a plus vécu à Céré qu'à Perpignan. Oui. C'est-à-dire que Manolo, Déodat de Séverac ont été les pourvoyeurs, les précurseurs, se sont installés là et on dit aux autres, venez donc voir comme on y est bien. En même temps, tu as vu le décor derrière, c'est quand même vachement chouette. Je sais pas qui habite dans cette maison au fond, mais... Je ne peux pas dire son nom publiquement. Mais la personne a de la chance. Donc, reviendons. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de programmé? Alors, on ne l'a pas fait exprès, mais des fois, on est dans l'air du temps avant que le temps n'arrive. Il y a 1 an et demi, pour des raisons, pour des accidents en fait, Yves du Château avait fait une conférence au pied levé, parce qu'il remplaçait quelqu'un qui ne pouvait pas faire cette conférence, et il avait fait une conférence sur la femme. Les femmes célèbres à Céré, ou celles qui ont permis d'eux. Et quand j'ai entendu Yves, je lui ai dit, Yves est depuis les premières journées de Séverac, un de nos conférenciers attitrés. Et j'ai dit à Yves, mais pourquoi tu ne nous préparerais pas une conférence pour 2018 autour des femmes qui ont porté les artistes, des artistes tels que Déodat de Séverac. On sait bien entre nous, on ne le répétera à personne, mais on sait bien entre nous que les grands hommes existent un peu ou beaucoup grâce à leur entourage féminin. Ne le dites surtout pas, mais c'est quand même souvent vrai. Donc il me semblait important de retracer l'environnement qui avait porté Déodat de Séverac. Par exemple, le plus grand interprète de Déodat de Séverac, c'était une barcelonaise, une interprète pianiste barcelonaise. Et puis de fil en aiguille, on en est venu à la 2e conférence de la journée, et on a tablé sur la notion des femmes de Déodat de Séverac, l'univers féminin de Déodat de Séverac, à Paris. Là aussi qui était important. Et notamment, ça nous donne le sujet du 2e concert de la journée autour d'Yvette Guilbert, la gouailleuse, la chanteuse de soirées parisiennes dans les caveaux, gouailleuse qui a été immortalisée dans une gouache de Toulouse-Lautrec. J'espère que c'est une gouache d'ailleurs. On verra plus tard. On dira qu'on vérifiera. Il est tombé, on peut le dire, amoureux d'une certaine manière de la personnalité de cette gouailleuse et de sa voix. Il a puisé dans un répertoire de chansons françaises du XVIIIe siècle, un répertoire qu'il a extirpé et qu'il a travaillé au piano, qu'il a harmonisé au piano pour accompagner la voix de Guilbert. Et donc pendant des lustres, ensuite, Yvette Guilbert a accepté et été enchantée de chanter dans les caveaux parisiens les pièces harmonisées par Déodat de Séverac. Voilà, donc ça nous donne une création
Et ça, c'est quand, en fait? On l'a dit, on l'a pas dit? C'est le 14 avril, samedi 14 avril. Avril, ça se tasse ici, il y a plein de trucs, dis donc. Ah, que vous voulez. Il n'y avait pas un truc internet, parce que tu fais plein de trucs. Alors, il y a aussi le rapport numérique du musée qui s'installe petit à petit. Les tablettes qui arrivent petit à La petit. visite accompagnée par tablette. Voilà. Ça, c'est un travail de longue haleine. Oui, oui. Qui va s'étaler Et sur de 2 gros ans, budget 2 ans. surtout. Ouais. Parce que la laine se nourrit de budget. Et pas forcément d'anisette corse. Et qu'est-ce que... Ah oui, et peut-être un jeu. Parce que tu es joueur, toi. Parce que l'application, justement, serrée autant de vie de Déodat Sévrac, Tout ça, c'est à cause en de réalité Déodat de Sévrac. augmentée, ça avait marché. Ouais. Il y a un épisode de Corto Maltese qui s'appelait À cause d'une mouette, là c'est à cause de Déodat Sévrac. Donc ça a donné lieu, ça va donner lieu plutôt Oui, à un parce jeu. que, moi, sincèrement, je pensais que sur l'application Déodat de Séverac, serrée autant de Déodat de Séverac, il y aurait quelques centaines de téléchargements. Et puis 6 mois après, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, après la mise en ligne, quand je suis allé voir les chiffres, et j'ai des chiffres anciens là, on avait dépassé les 50 000 téléchargements. Devant ce qu'on pourrait appeler sûrement un succès, la boîte d'Illigo nous a proposé de mettre en ligne gratuitement un jeu ayant trait à notre musée, contenu, ressources de notre musée. Donc on va commencer à travailler là-dessus, sachant que concevoir un jeu, c'est sûrement un des problèmes les plus épineux qu'on aura à dépasser, parce que si c'est pour un jeu gentil... Miaiseux, diraient les Canadiens. Je préfère ne rien mettre en ligne. Voilà. Même pas un poisson. Non. Donc tout ça dans les épisodes postérieurs. Toujours l'expo bâchée. Oui. Qui va durer plus longtemps que prévu, puisque... Oui. D'abord parce que on veut, comme l'exposition précédente sur l'Indonésie, on veut l'exploiter avec beaucoup de public, et on a encore beaucoup de public à recevoir, notamment de jeunes publics, qu'on a investi dans un instrumentarium, c'est-à-dire un ensemble de modules pour les gamins, entre autres, pas seulement, mais entre autres, et qu'on a énormément d'écoles qui s'inscrivent. Certains mois, on est même en devoir de refuser des inscriptions. En juin dernier, en septembre dernier, on a malheureusement refusé des inscriptions. Mais c'est aussi de notre faute, on ne veut pas... On veut que nos ateliers soient pertinents et efficaces. Et donc, nous, une classe dans le musée, on la garde 1h30. Donc évidemment, ça limite notre capacité d'accueil. Oui, c'était pas comme dans la chanson de Brel, tu as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Non. Quand les gosses se ressortent, il faut qu'ils aient vécu un instant et des expériences. Si c'est pour une traversée du musée, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, on le conçoit comme ça. Et donc on s'est dit, et puis pour des raisons budgétaires, parce que quand on crée une exposition, nous la créons en interne de toutes pièces, de nos toutes petites mains. Donc c'est à la fois beaucoup d'investissement humain sur le petit nombre de personnel disponible en interne. C'est aussi des apports extérieurs, donc il y a un coût non négligeable, donc l'amortissement financier est important sur 2 ans, ça nous permet aussi d'avoir une petite respiration financière. Mais de toute façon, l'intérêt des publics montre que 2 ans, c'est bien pour exploiter des expositions aussi fouillées, fournies, qui donnent des intérêts très très divers à des publics très très divers. Donc 2 ans, c'est bien, on la gardera jusqu'en mai 2019. Et donc, la création aussi, et là on arrêtera et j'aurai même pas besoin de filmer en caméra non directe, d'un axe des musées liés à l'anthropologie. Oui. Alors ça, c'est un vaste chantier. Nous avons évidemment vers Barcelone. Il faut que nous nous mettions sérieusement à la tâche. Voilà, parce qu'on avait rencontré Auriol Pasquale à plusieurs reprises. Oui. Il était même viendu. Et il faut vraiment qu'on se remette autour de la table tous et retravaille là-dessus. Par contre, on a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué. Quand je suis arrivé ici en 2003, immédiatement, comme nous avions un fonds de partition pour COBL important, 12 000 partitions, je me suis dit qu'il était important qu'il soit accessible facilement, aisément sur le net. Donc avec les droits
autorisés par les auteurs ou leurs ayants droit, nous avons tout numérisé et mis en ligne la plupart des partitions, 12 000 partitions. Mes collègues du Sud, les services, une partie des services culturels de la Generalitat ont été intéressés par notre démarche, sachant qu'eux ont 2 centres où ils ont aussi plusieurs dizaines de milliers de partitions pour Coble. Donc on avait fait notamment là où on avait été, au musée de la musique. Exact. Et puis au centre de promotion qui est dans le cœur de Barcelone. Qui est un centre de ressources également. Là nous avions fait une première réunion il y a 2 ans pour leur expliquer notre mode opératoire, nos manières de travailler. Ils se sont mis à l'œuvre pour numériser et rendre accessible, et ça y est, en décembre j'ai eu une réunion à la Generalitat, et ils se sont déclarés prêts, donc nous allons moissonner en commun quelques dizaines de milliers de partitions. On peut se dire que sans doute vers l'automne, le dispositif transfrontalier pourrait être opérationnel. Ça c'est aussi un élément important dans la diffusion des musiques de cette zone culturelle. Et puis si l'Espagne les envahit, ils pourront toujours mettre à l'abri au musée. Notre musée est vaste. Voilà. On a fait le tour, ce me semble. Alors il nous reste qu'à te remercier. Bien, merci. Et de se dire à bientôt. À bientôt. En avril.